Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire fait couler beaucoup d'encre et de salive. Elle comporte encore plusieurs inconnus. La liste électorale sera-t-elle révisée comme le demande l'opposition? Les figures de l'opposition actuellement radiées de celle-ci, y seront-elles à nouveau intégrées? 3. Le congrès du RHDP, le parti au pouvoir prévu en juin 2025, aboutira-t-il à la désignation du président sortant ou plutôt à celle d'un potentiel successeur? Et enfin, 4. Les Ivoiriens auront-ils droit à une présidentielle apaisée? 4 invités avec moi pour en parler. Ogina Sea, vous êtes membre du bureau politique du PDCI France, ancien responsable et chargé du réseau presse international. PDCI, c'était dans le cabinet de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le 14 mai dernier, votre parti a tenu un congrès extraordinaire qui a abouti à l'élection de Tidjane Thiam à la tête de celui-ci. Mais dans la perspective de la présidentielle d'octobre 2025, qu'est-ce que ça change véritablement de présider un parti quand on est radié de la liste électorale? On en parle au cours de cette émission. Bonjour. Merci. Oui. Merci Ogina Sea d'avoir accepté notre invitation. Docteur Moustapha Ben Ismaïla, vous êtes docteur en affaires publiques, membre du RHDP, coordinateur du Titan Crème, cellule de réflexion et d'écriture militante, farouche défenseur. Êtes-vous du président ivoirien Alassane Ouattara et de son bilan? Vous êtes co-auteur de ce livre, Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Il est l'artisan du renouveau ivoirien. Et dites-vous, votre opposition vous accuse d'instrumentaliser la justice et la commission électorale pour éliminer vos concurrents, ce que vous rejetez, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. D'un docteur à un autre, docteur Créy Serge Agli, la Côte d'Ivoire est riche en cadres et en compétences, et ça se voit, vous êtes spécialiste en énergie, chef de cabinet de la représentation PPACI France, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, lui aussi radié de la liste électorale, mais vous rejetez tout plan B. Mais comment comprendre votre stratégie? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, monsieur Agli, d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous ferons le décryptage du verdict tombé ce 22 mai concernant Tidjane Thiam. Et qui mieux qu'un avocat pour décrypter une décision de justice? Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci, maître. Merci, cher. Merci. Initialement attendu le 15 mai, c'est finalement ce 22 mai que le verdict est tombé et Tidjane Thiam a bien été inspiré d'avoir organisé, ou du moins d'avoir régularisé son élection à la tête de son parti, le PDCI RDA. On écoute très rapidement Ange Rodrigue Dadje, il est l'un des avocats de Tidjane Thiam. Valérie Yapo a été déboutée de 4 sur 5 de ses demandes. Donc j'estime qu'elle a perdu le procès au profit du PDCI RDA. Valérie Yapo a demandé 5 choses. Elle a demandé qu'on annule la sanction qu'il a exclue temporairement. Elle a demandé qu'on annule l'élection du président Thiam. Elle a demandé qu'on annule les organes que le président Thiam a mis en place. Elle a demandé qu'on suspende leurs activités et qu'on désigne un administrateur provisoire. Finalement, le tribunal a estimé qu'elle devait annuler la sanction de Valérie Yapo, ce que nous avions déjà fait. Donc la sanction de Valérie Yapo a été annulée par le tribunal. Par ailleurs, elle a été déboutée de toutes ses demandes. Elle a aussi demandé des dommages et intérêts. Le tribunal l'a déboutée de ses dommages et intérêts. Donc, pour vous mettre à l'aise et vous informer de la situation réelle, le PDCI RDA a gagné son procès. Le PDCI RDA a gagné son procès, dit Ange Rodrigue Dadje. Ogina Sea, comment avez-vous accueilli ce verdict de ce 22 mai, j'imagine, avec soulagement? Mais il n'y avait pas d'enjeu non plus. Oui, ce verdict-là, nous l'avons accueilli avec soulagement. C'est une décision importante pour notre parti. En revanche, la joie de notre avocat, qui est une joie tout à fait normale, hein, quand un avocat se bat avec des arguments et qui remporte un procès, il y a de quoi se réjouir. Pour notre part, nous minimisons cette décision. Nous estimons que le président a fait une belle manœuvre qui a consisté à mettre à nu les manœuvres de cette justice qui, depuis le début, nous le disons, est aux ordres. Donc là, il a créé des conditions avec sa démission et l'organisation du congrès qui faisait que cette affaire devait trouver même sa conclusion depuis le 14.
Voilà, mais tout ça, en fait, pour nous, ça participe du jeu du RHDP qui est en train de faire un récital des méthodes de Pasqua, c'est-à-dire créer des affaires dans l'affaire pour pouvoir gagner du temps et ne pas rentrer dans les sujets qui intéressent les Ivoiriens. Donc, on a radié Tidiane Thiam pour rien de la liste électorale. On nous donne des rendez-vous quotidiens au tribunal pour nous perdre le temps. Et donc, en fait, tout ça, c'est le jeu du RHDP. Et donc, nous, ce jeu-là, nous l'avons vu et nous restons concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est la RLE pour donner toute la chance à ces Ivoiriens-là d'accéder à la liste électorale et permettre à cette majorité dont se prévaut le RHDP de pouvoir les plébisciter. Donc, ils ouvrent la RLE et la réintégration de notre président et de tous les autres leaders qui, quand même, sans exagérer, tournent autour des 70% de l'électorat. Donc, nous restons concentrés. Nous, c'est la décision importante, mais nous restons concentrés sur l'essentiel. Vous voyez la main du RHDP derrière tous ces procès. Hein. Vous pensez que c'est le RHDP qui est en train d'instrumentaliser la justice. On ne voit pas trop le Oui, non, mais depuis le début, c'est clair pour nous. Hein, le RHDP utilise quelques esprits faibles et vénaux de notre parti, c'est vrai. D'accord. Voilà, les mecs qui exécutent sont forcément... à Valérie Yapo, j'imagine. Donc c'est malheureux, mais à 5 mois de l'élection, on devait être concentré sur ce qu'on veut faire de ce pays. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons laisser comme héritage à nos enfants? Quelle nation voulons-nous construire? C'est sur ces sujets qu'on devait être. On ne devait pas être en train de donner des rendez-vous réguliers au tribunal à un leader qui a pénétré l'électorat et le public ivoirien en un temps record. Et ce qui montre d'ailleurs l'attente de ce peuple-là. Ce que vous dites est tout à fait pertinent. Effectivement, à 5 mois d'une élection, on devrait être en train de parler de l'offre politique, de ce que chaque parti politique propose aux Ivoiriens. Diaby, très rapidement, voilà, vous êtes interpellé. Au fond, si on résume bien, vous vous apprêtiez à mettre sous tutelle le PVDC-IRDA. Pour quelles raisons? Je ne vois pas l'intérêt pour un parti aussi puissant que le RHDP de s'amuser avec ces petits partis politiques, leur contester ce qu'ils n'ont pas comme légitimité d'ailleurs. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut être un peu responsable en fait. Quand un militant du PDCI décide d'attaquer, de se rebeller contre son système en interne, c'est une affaire interne. Il ne faut pas forcément voir la main des autres partis politiques derrière. La question est simple, est-ce que ce qu'elle reproche est juste ou non? Si ce qu'elle reproche au PDCI est juste, à partir de ce moment, il faut plutôt faire l'effort d'analyser cela. Mais vous n'étiez pas malheureux de la situation? Pas forcément. On n'est pas aussi non plus dans le système où on serait heureux du malheur de nos voisins. On n'est pas aussi dans ce genre d'approche. Je veux dire, la vie politique, c'est aussi la courtoisie. On est tout heureux. Je pense que le président de la République a été le premier à estimer, il a dit, et tout le monde l'a vu, que c'est bon que le président Tidiane Thiam soit au PDCI parce que ça, il pourrait apporter beaucoup de choses au PDCI. Je pense qu'il a dit devant tout le monde à la télé. Donc, on ne peut pas non plus se réjouir du fait qu'il soit dans des processus juridiques. C'est la vie, mais bon, voilà. Brice Nzamba, très rapidement, avant de passer à vous, je vais vous poser une question. J'aime toujours commencer par des questions de droit. Je vous ai avec moi, mais c'est une question qui va paraître angoissante pour vous. Ne m'en voulez pas. Je vous prie. Je discute en préparant cette émission avec un juriste très rompu aux questions juridiques. Et il me dit, c'est important, monsieur Sia, parce qu'il vaut mieux envisager tous les aspects et prendre ses précautions. Ce juriste me dit, Brice Nzamba, vous allez me dire ce que vous pensez. Il me dit que le communiqué du ministre ivoirien de la Justice, puisque M. Augustin Kwame, directeur des affaires pénales et civiles du ministère ivoirien de la Justice, a dit le 28 avril dernier que Tidiane Thiam est ivoirien. Et ce juriste me dit, cette sortie médiatique n'a aucun fondement juridique, qui n'appartient pas au ministère de la Justice de dire si Tidiane Thiam est ivoirien ou pas, que c'est à un juge de le décider, mais là où c'est encore plus grave. Il dit l'esprit de l'article 48 du Code de nationalité qui dit que tu cesses d'être ivoirien dès lors que tu acquiers une autre nationalité, ne dit pas que quand tu abandonnes cette nationalité, tu redeviens automatiquement ivoirien. Qu'il faut que Tidiane Thiam fasse la demande
de réintégrer la nationalité ivoirienne, que c'est exactement comme la nationalité française, que quand tu cesses d'être français, pour redevenir français, il faut faire une demande de réintégration de la nationalité française. Mais pire, et je vais finir là-dessus, ce qu'il dit, qui est encore pire, il dit si actuellement, un juge ivoirien délivre un certificat de nationalité à Tidjane Thiam, il aura commis une faute professionnelle parce qu'il n'a pas la preuve matérielle, qu'il n'a pas d'autre nationalité entre-temps. Qu'il faut qu'il fasse une déclaration sur l'honneur pour dire que désormais, il ne dispose d'aucune autre nationalité. Bon. Quel est votre avis, Maître Brice Nzaba, avocat au barreau de Paris, sur cette question? Oui, et on avance. Cher Richard, je pense que dans ta question, il y a des éléments de réponse. Voilà, parce que l'article 48 prévoit que quand un Ivoirien fait une démarche volontaire pour acquérir une nationalité étrangère, cet Ivoirien perd la nationalité ivoirienne. Donc, en ce moment-là, la nationalité ivoirienne, elle est perdue, on acquiert une nationalité nouvelle, donc étrangère. À partir du moment où cet Ivoirien renonce à la nationalité étrangère, l'Ivoirien ne peut pas, ipso facto, réintégrer la nationalité ivoirienne. Il faut faire une démarche positive. Il faut encore faire une démarche volontariste. Donc, il faut faire une procédure de réintégration de la nationalité ivoirienne, mener cette procédure jusqu'au bout. Et c'est au bout de cette procédure que finalement, on peut soit prendre un décret de réintégration à la nationalité ivoirienne ou prendre un acte administratif qui constate la réintégration, qui prend acte de la réintégration. Mais cette réintégration ne peut pas être automatique, c'est-à-dire je dirais, ipso facto. Or, ici, ce qui est très intéressant avec le débat sur l'organisation interne du PDCI, c'est que le président Tidjane Thiam, on lui conteste la capacité d'être président parce que précisément il était français à l'époque. Oui. Bon, maintenant, lui, il renonce à la nationalité française et donc il démissionne. Il organise un congrès, mais entre-temps, durant ces congrès, il ne fait pas la démonstration qu'il a fait la procédure de réintégration à la nationalité ivoirienne. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où lui, il dit qu'il a été à nouveau élu président du PDCI, a-t-il fait la démonstration qu'il a mené une procédure de réintégration? Justifie-t-il d'un acte qui atteste de sa réintégration à la nationalité ivoirienne? Monsieur, je prends la responsabilité de poser cette question dans cette émission parce qu'il ne faut pas qu'on vous oppose autre chose après. Vous avez bien vu qu'il a fait une demande de nationalité, de certificat de nationalité, on ne le lui a pas donné. Et c'est très important parce que celui avec qui j'ai discuté dit ce n'était pas une suspension de nationalité ivoirienne, c'était une perte. Donc, quand vous perdez une nationalité et que vous voulez regagner cette nationalité, il faut en faire la demande et engager la procédure. Et ce, d'autant plus qu'il dit qu'il peut décider là où il est. Il a dit, bon, de toute façon, ça ne m'intéresse plus de devenir ivoirien, je vais être angolais, congolais ou béninois. Mais mieux encore, il dit là où il est, on n'a pas la preuve matérielle que, outre la nationalité française, il n'est pas devenu suisse en temps, il n'est pas devenu angolais entre-temps. Est-ce que vous ne voulez pas demander à vos avocats de compléter cette démarche-là immédiatement pour qu'on ne vous l'oppose pas après? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, je comprends très bien votre point, mais en fait, pour nous, c'est un jeu politique dans lequel nous ne voulons pas rentrer. En fait. Parce que quand on parle de l'article 48, oui. Récemment, notre avocat, il a exposé l'exposé de motifs de l'article 48, défendu par le président Félix Houphouët-Boigny lui-même. C'est vrai, devant la représentation nationale. Devant la représentation nationale pour dire dans quel esprit il a mis cet article. À aucun moment, un Ivoirien ne perd automatiquement sa nationalité. D'accord. Et même quand on regarde l'article 48, l'alinéa 1 et l'alinéa 2, je ne vais pas rentrer dans les débats juridiques quand je suis ingénieur. Bien sûr. Enfin, comme j'arrive à réfléchir un peu quand même, donc je peux aborder certains sujets. L'alinéa 1 et l'alinéa 2, ils sont inséparables. Mais quand on regarde le 2, il a des contours flous. C'est ça. Il ne définit pas une nouvelle population, donc il s'adresse bien à la population définie dans l'alinéa 1. Et il dit qu'il y a des conditions qui doivent en fait entraîner la perte de cette nationalité. Oui. Donc pour nous, c'est un faux débat que le RHDP veut créer pour éluder les vrais sujets. Parce que quand on veut rentrer dans ces débats-là, mais le ministre Bion, il est député. Oui, représentant de la nation. Il est de mère français. Et il a la double nationalité. Oui, en Côte d'Ivoire, non, j'arrive. Ah, okay. C'est pas le même sujet. D'accord.
il a la double nationalité. Normalement, avant d'être député, il signe un engagement sur l'honneur pour dire qu'il a une seule nationalité, il n'a pas d'autre nationalité. D'accord. Le député doit être exclusivement ivoirien. Ce qui n'a pas été fait. Il y en a plein comme ça. C'est vrai. Donc les gens se réveillent un matin et quand on fouille bien les placards, ils sont nombreux à avoir cette nationalité. Mais ce n'est pas mieux de faire la démarche maintenant, qu'il dise, qu'il écrit, qu'il fasse une déclaration comme quoi je n'étais que français entre-temps. Il ne veut pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'on met de l'eau au moulin du RHDP. Le RHDP nous a confisqué il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas intéressé par affaiblir des partis, mais nous ont confisqué notre logo du PDCI dans leur logo pour dire que le PDCI fait partie du RHDP alors que nous disons que nous n'en sommes pas partie. Il y a un aspect intéressant quand même qu'on peut soulever au niveau des juges ivoiriens. Oui. C'est-à-dire que le juge qui a constaté là le 22 mai la régularisation de la gouvernance au sein du PDCI, aurait dû constate ipso facto que le président Tidjane Thiam est bien ivoirien. C'est ça. C'est ce qu'il dit. C'est ce que le juge dit en régularisant, en confirmant la régularisation. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais le juge, il a rendu illégal la première de 2022, mais il n'est pas saisi par rapport à celle du 14 mai. Oui, mais le juge considère que la première saisine n'a plus d'objet. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça a été régularisé. Oui, c'est ça. Donc s'il considère que ça a été régularisé, c'est qu'il reconnaît que Tidjane Thiam est ivoirien. De facto. D'accord. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, on arrête ça comme ça. Voilà. Et de toute façon... Moi, je pense qu'il y a... Vous êtes pris au mot de toute façon. Non, le ministère de la Justice a dit Tidjane Thiam est ivoirien. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis de la loi et des institutions de la République. Et je pense que c'est fait preuve de délinquance que de se comporter comme ça. Parce qu'en réalité, voilà quelqu'un qui viole les tests de son propre parti. C'est su, c'est connu de tout le monde. Et les gens sont heureux et fiers d'une telle situation, des démocrates. Lesquels? Donc, on a quelqu'un qui viole les tests de son propre parti, qui ne veut pas reconnaître les lois de son pays et qui va dans une logique de défiance vis-à-vis de ces lois. Et on estime que c'est une instrumentalisation de la justice. Il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice. Il y a une défiance vis-à-vis de l'article 48, qui est clair pourtant. Pour clore cette question, Tidjane Thiam est ivoirien. Au moment où on est en train de faire cette émission, on tire cette conclusion et on avance. Monsieur Agbli, très rapidement, parlons maintenant des choses concrètes. Vous dites, pas question d'enclencher un plan B. Vous voulez faire comment? Si la liste électorale n'est pas révisée, puisque votre président est toujours radié de cette liste électorale. Alors, je vous remercie. Je voudrais quand même, sur le sujet qui vient d'être traité, que vous permettez que je dise un mot. Oui, bien sûr. Nous voyons là qu'il y a une utilisation d'arguties juridiques pour essayer de nous détourner de l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure M. Céa. Regardez, vous avez quasiment l'ensemble des leaders d'opposition qui ont un souci avec la justice. C'est vrai. Si vous prenez au niveau du PPACI, le vice-président du CSP, Damana Picasse, qui est un leader qui mobilise, il a été condamné. Et la condamnation lui enjoint de ne pas se présenter, se déplacer sur l'ensemble du territoire pour justement l'empêcher de mobiliser. Si vous prenez Justin, secrétaire général adjoint, lui aussi frappé par la justice, empêché de ne pas se mouvoir sur l'ensemble du territoire. Gala Kolebi, membre de la commission communication, il est en prison. Au niveau de la société civile. Charles Rodal Dosso, il a été justement accusé parce qu'il voulait marcher avec la société civile pour la cherté de la vie. Vous comprenez? Si il y a Armel Cripeux agit pour le peuple. Donc, on est là, Thiam, le PPACI, le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, toutes les personnes, je ne parle même pas de Soro Guillaume. Vraiment, nous demandons, nous en appelons à l'esprit républicain, si tant qu'il y en a, au parti au pouvoir, pour mettre en place un cadre sain
un cadre transparent pour une élection démocratique inclusive. Il n'y a que ça que nous demandons, rien d'autre. Très bien, le message est très clair. Moi, je pense que il ne faut pas faire passer pour ces éléments, ces personnes qui viennent de citer, il ne faut pas les faire passer pour des victimes. C'est des criminels, selon vous. Ils sont impliqués dans des affaires qui les a condamnés. Monsieur Diaby. Tous. Picasse, c'est le plus célèbre. Mais les affaires, on peut en créer. Picasse, c'est le plus célèbre. Monsieur Diaby, on connaît ses hauts faits dans ce pays-là. Picasse, déchiré devant toute la communauté internationale. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est condamné. Ce n'est pas pour ça qu'il a été condamné. Non, c'est un habitué de la haute délinquance, en fait. C'est ce que je veux dire. Monsieur Diaby, le point qu'a soulevé M. Agbri, c'est un point très, très important, très pertinent, mais qui m'amène, moi, à vous poser une question toute simple. D'accord. Et là, je m'adresse à l'intellectuel. Oublions un peu la casquette RHDP. De toute la liste qu'il a citée, le premier, c'est Laurent Gbagbo, qui est radié de la liste actuellement. Je ne sais pas si vous, Ivoiriens, vous le savez, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui, en plus de son poids économique, a un poids politique. Vous avez été les premiers à avoir tracé les sillons du processus démocratique en Afrique, vous le savez. Pendant que la FECI donnait des sueurs froides au président Félix Houphouët-Boigny, pendant qu'un certain Laurent Gbagbo descendait dans les rues pour réclamer le multipartisme, c'est un silence de mort qui régnait sur le continent. Le seul pays où il y avait du bruit à peu près, c'était en Afrique du Sud, dans les Tamashek et à Soweto, mais c'est pour autre chose. Eux, ils réclamaient la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. Sinon, vous, Ivoiriens, vous êtes les précurseurs du processus démocratique. Vous n'avez pas attendu François Mitterrand avec son discours de la Baule pour réclamer le multipartisme. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux. Le problème, c'est comment se fait-il que vous ayez voulu juger Laurent Gbagbo, j'ai un juriste avec moi, en 2018, que vous n'avez pas pu penser qu'on peut mettre en place une commission rogatoire, qu'un juge quitte la Côte d'Ivoire pour aller auditionner Laurent Gbagbo là où il est, ou s'il ne veut pas qu'il donne ça, qu'il délègue son pouvoir à un juge néerlandais pour auditionner Laurent Gbagbo, qu'on envoie le procès verbal à Abidjan, et qu'une fois que les éléments sont réunis, on ouvre un procès avec un dispositif technique pour que depuis l'AE, Laurent Gbagbo assiste au moins à son procès et qu'il sache comment et pourquoi il a été condamné. Je pense que... Vous décidez comme ça de faire un procès, vous envoyez une convocation à son domicile à Cocody, alors que vous savez qu'il était à La Haye. C'est comme ça que l'arbitraire commence. C'est pour ça qu'ils sont en train. C'est comme ça que ça commence. Vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse et vous sortez. Non, c'est une question que je pose. C'est factuel. C'est une analyse. Moi, je pense que public. Non, s'il vous plaît. Je pense que le président de la CIE a suffisamment défendu cette position. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que dans le monde, il y a un avocat à côté de moi, est-ce qu'on ne juge pas par contumace? Ou est-ce qu'on ne juge pas quand quelqu'un n'est pas forcément présent au procès? Non, pas dans ces conditions, vous le savez. Il y a un juriste qui est là. Il y a le principe du contradictoire qui doit toujours être respecté. C'est-à-dire qu'il doit être représenté, défendu. Et c'est lui qui a désigné ses avocats. Donc le principe du contradictoire, le droit de la défense a été respecté. Donc c'est lui qui a désigné ses avocats. C'est pas ce que dit son avocat. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a désigné ses avocats. Mais vous comprenez. Et je crois que le président de chose, qui est magistrat également, a bien expliqué, détaillé tout le processus, comment ça s'est passé. Donc quand vous faites cette analyse, on sort du contexte et on a l'impression qu'il y a eu violation de ses droits, alors que les avocats ont été saisis. Mais vous envoyez quelqu'un à La Haye, vous lui envoyez une convocation à son domicile à Cocody. Et c'est pour ça qu'il est radié aujourd'hui de La Haye. Non, pas du tout. Ces avocats ont été saisis. Non, ils n'ont pas été saisis. On ne leur a rien notifié. C'est pas vrai. Ces avocats ont été saisis. Si, ces avocats ont été saisis. Et je crois qu'on peut révisionner la vidéo de Maître Kubel qui a expliqué dans les détails comment l'avocat a reçu le courrier, comment il s'est désisté lui-même après. Oui, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qu'on est non justifiable. Qu'est-ce qui rendait un jugement par contumace
qu'est-ce qui en faisait que c'était nécessaire ici? Puisqu'on sait où il est là, continue. Mais vous croyez que la justice a ses délais? La justice a ses délais. Et puis, une infraction est encadrée par des délais. L'action publique est encadrée par des délais. Oui, mais l'action publique est encadrée par des délais. Donc, il y a l'action publique au-delà d'un certain délai. On écoute le juriste. Ce qui est vrai, c'est que, moi je constate un peu en Afrique de l'Ouest, il y a une tendance politique à instrumentaliser beaucoup la justice, en fait. On l'a vu aussi au Sénégal, avec ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. On l'a vu aussi au Bénin, à un moment donné. Et donc, en Côte d'Ivoire, moi, je pense que pour l'audience du président Gbagbo, alors qu'il était à La Haye, je pense qu'il n'y a pas eu des mesures de nature à assurer la défense des intérêts de l'accusé, du président Gbagbo, qui ont été effectifs, puisque ces avocats, finalement, n'ont pas pu le représenter. Parce que ces avocats avaient estimé que les conditions leur permettant de pouvoir défendre leurs clients en bonne et due forme n'étaient pas remplies en ce moment-là. Donc maintenant, à partir de ces moments-là, il y a quand même un doute légitime sur l'impartialité et sur les standards d'un procès équitable. Parce que le procès, pour qu'il soit équitable, il faut que les conditions de la défense, d'une défense normale, soient remplies. Et ce n'était pas le cas en l'espèce. Donc, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.